Oui, bonjour, je m'appelle Pascal Tiberge et je suis donc responsable académique de la formation dans l'Académie de Caen pour le second degré. Je laisse peut-être mon collègue se présenter également. Pardon, je suis Bruno Séverin, IENASH dans le département des Pyrénées-Orientales. Alors juste une petite... Alors d'abord un très très grand merci donc à nos deux conférenciers, Patrick Lemaire et Joël Proust, pour leur restitution de travaux qui sont extrêmement précieuses pour nous. Et vraiment, je me disais tout à l'heure, c'est vrai que quand on va dans les classes, on voit beaucoup d'enseignants, évidemment, qui tentent, qui expérimentent des choses, et puis qui nous disent bah, ça marche, ou ça marche pas, et puis qui, par tâtonnement comme ça, vont conserver effectivement ce qui marche, et donc progresser dans leur pratique pédagogique. Et je me disais quand même, si tous ces enseignants pouvaient bénéficier effectivement de votre réflexion et de votre travail, eh bien je pense qu'on irait peut-être plus vite, parce qu'on voit bien qu'on fait des progrès importants en ce moment dans les sciences cognitives, et il me semble qu'au niveau des plans de formation, en tout cas académiques, il y a vraiment un domaine à explorer et à mettre en place au niveau vraiment de toute la France. Il me semble que là, on ferait des progrès très très importants. Et juste une petite anecdote par rapport à Monsieur le maire, par exemple. Monsieur le maire nous a parlé de l'attention sélective. Bon. Et puis, donc, quand on voit l'attention sélective, on pense effectivement à la sélection des bonnes informations. Donc, on imagine ça trier, sélectionner. Eh bien, Monsieur le maire nous dit c'est plutôt la capacité à inhiber les informations non pertinentes. Donc là, peut-être que ça peut changer notre regard sur ce qu'on peut mettre en place dans la classe, tout simplement, hein, grâce effectivement aux apports de la science. Donc ça c'est un exemple. Vous avez... Oui, alors nous sommes tous ici responsables de l'accessibilité des parcours, l'accessibilité de l'école à tous. Et on a des grands témoins dans notre école, ce sont les élèves en situation de handicap, les élèves en situation de difficulté scolaire, les élèves 10 aussi, et les élèves intellectuellement précoces. Ce que nous avons entendu dans les deux discours, c'est finalement une zone de convergence. Les problèmes d'attention les rassemblent, les problèmes d'inhibition, et pas forcément pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que certains élèves très lourdement handicapés vont être vite distraits, alors que les élèves intellectuellement précoces vont devoir convoquer à la fois beaucoup de modèles explicatifs du fait de leur forte performance. Et également ces capacités de métacognition sur le réflexe d'apprendre à apprendre. Moi, j'avais une première question. C'est la question qui nous est posée par les enseignants face à ces élèves qui nous démangent, qui nous ennuient. Entre ce qu'on a pu entendre comme exercice un peu systématisé, des exercices d'automatisation, de routinisation, et le développement de compétences en situation. Et le plaisir qui y est adossé. C'est-à-dire que, évidemment, les enseignants préfèrent proposer des situations problèmes complexes plutôt que d'exerciser. Et de passer du temps. Or, le temps, dans une semaine, c'est compté. Donc, est-ce que, selon vous, l'un et l'autre, quel serait le dosage, le bon dosage entre du temps d'exercice et du temps de mise en situation ? C'est en bas, je crois. Ça va, c'est bon. Ok. Comme d'habitude, la réponse, c'est ça dépend. Ok, ça c'est la réponse rapide. En fait, ça dépend du but. Si le but, c'est d'automatiser des algorithmes ou des procédures, c'est-à-dire des suites d'opérations mentales, là, il est important de faire du drilling, de l'automatisation. Et bien sûr, si le but, c'est d'accéder à une compréhension sémantique plus profonde, qui peut s'appuyer éventuellement sur des routines automatisées, là, évidemment, il faut consacrer plus de temps à l'élaboration. J'essaie d'être court, hein. Oui, moi, je répondrai comme Patrick, évidemment. Mais l'important, c'est que l'élève soit dans les deux cas partie prenante, qu'il ait le but cognitif, qu'il partage le but, qu'il le fasse
son propre but. Parce que s'il n'a pas ce but, il va vivre la séance comme sans but, et comme ennuyeuse, et comme l'amenant à faire autre chose de ce temps, donc à penser à autre chose, etc. Donc je crois que dans tous les cas, il faut que l'enseignant garde le contact motivationnel avec ce que l'élève pense qu'il est en train de faire, et que ces deux motivations, si possible, convergent. Alors, moi de même, j'ai une question pour Monsieur le maire. On a beaucoup parlé donc dans votre exposé de l'attention et de la mémorisation. Et justement, le mot compréhension, on l'a pratiquement pas vu, je crois. Et or, dans les sciences de l'éducation, on parle souvent de 3 étapes clés que sont attention, compréhension, mémorisation. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un petit peu là-dessus ? Oui. Je vais apporter qu'un petit éclairage. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais un petit éclairage sciences cognitives. En résumé, en une phrase, la mémorisation est d'autant plus importante et à long terme qu'elle peut s'appuyer sur des opérations de compréhension profonde. Plus on traitera l'information profondément, sémantiquement, meilleure sera la mémorisation, et surtout aussi à plus long terme. J'ai prévu de vous passer quelques diapos là-dessus pour voir les durées de rétention. Je n'ai pas eu le temps, mais en fait, l'un des grands prédicteurs de la rétention à long terme est effectivement le traitement sémantique profond que l'on met en œuvre à l'encodage. Là-dessus, j'ai aussi un petit mot à dire, parce que le sentiment de comprendre, c'est encore un sentiment métacognitif. Et c'est un sentiment qui ne se développe pas immédiatement. C'est-à-dire que, avec la surconfiance dont j'ai parlé, les enfants ne sont que très progressivement à même de se rendre compte s'ils comprennent réellement ou non, par exemple, le texte qu'ils lisent. Donc il y a des travaux sur la métacompréhension, là probablement nous en parlerons tout à l'heure avec Michel Fayolle, qui, eux, sont très importants et sont fondés sur une expérience métacognitive de l'élève qu'il s'agit de développer mais qui n'est pas donnée immédiatement. Donc l'enseignant doit se rendre compte que la compréhension qui est manifestée par l'élève est quelque chose qui va apparaître d'abord dans ses comportements, dans sa verbalisation, mais qui ne sera pas nécessairement consciente encore chez l'élève. Donc il y a vraiment toute une période de travail sur la compréhension, à mon avis, qui doit être fait chez le jeune élève, en particulier, disons, avant 10 ans. Je ne sais pas si ça concerne les gens ici. Voilà, peut-être avant de passer la parole à la salle, une question pour Madame Proust. Est-ce que vous pensez que toutes les réformes actuelles, que ce soit au collège, au lycée, on parle de la mise en œuvre du socle commun, on parle de dispositifs d'accompagnement des élèves au lycée, avec la nécessité d'évaluer leurs besoins pour y répondre, on parle d'entretien d'explicitation, on parle de l'évolution des méthodes d'évaluation. Est-ce que tout ça, toutes ces choses, tous ces dispositifs et ces méthodes, vous pensez qu'elles sont favorables à la métacognition ? Écoutez, j'ai reçu, je vais vous répondre indirectement, j'ai reçu des questions qui m'ont été adressées par des participants concernant la question « Est-ce que la métacognition doit faire l'objet d'un cours particulier ?» Et là, je pense que non, ça ne peut pas, enfin c'est assez même recommandé de ne pas faire ça, parce que c'est dans la pratique de l'apprentissage, dans un domaine donné, que l'enfant va être capable de développer ses fameux sentiments épistémiques et ses connaissances de la tâche. Ce n'est pas de façon générale. Alors, en quoi est-ce que cette attention... Par contre, pour terminer sur ce point, il y a quelque chose de général à faire, c'est l'entraînement des capacités exécutives. Ça, oui. Ça, c'est quelque chose qui est général et qui va transférer ensuite, comme on dit, dans chaque discipline. Et c'est quelque chose à faire dès le CP ou en maternelle. Parce que là, nous sommes en train de construire l'attention de l'élève qui va ensuite lui permettre de progresser dans sa scolarité de façon beaucoup plus efficace et rapide. Donc ça, c'est vraiment crucial. Maintenant, ce que vous me dites concernant les dispositifs actuels sur les enseignements, etc., en réalité, je crois que peut-être ne vise-t-il pas vraiment, ne cible-t-il pas vraiment la difficulté majeure qui est celle de motiver l'élève à partir de ses propres buts cognitifs. Alors, est-ce que ces buts cognitifs doivent être pensés, par exemple, en termes
de communauté? Est-ce qu'on n'a pas les mêmes buts cognitifs selon son origine sociale? Est-ce qu'on doit tenir compte de cette différenciation culturelle pour l'apprentissage à l'école? Ça, je pense que c'est une vaste question, mais qui ne pourra, à mon sens, être résolue que si on l'aborde de manière scientifique et raisonnée, c'est-à-dire expérimentale. Et là-dessus, à mon avis, il y a un immense travail à faire. On ne peut pas aborder la question de l'éducation de manière idéologique, c'est-à-dire avec des idées préconçues sur ce qui serait bien d'avoir. Il faut que tout cela soit testé et vérifié expérimentalement. Sinon, où allons-nous? Je veux dire, on va être à chaque fois sous la domination de la dernière idée en vogue, et ça, à mon avis, c'est pas profitable pour l'éducation nationale. Monsieur le maire, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, 2 points. Le premier point sur l'éducation à la métacognition ou aux fonctions exécutives. Alors en fait, une des spécialistes des remédiations des fonctions exécutives ou d'optimisation des fonctions exécutives chez l'enfant, Adele Diamond, va sortir un article de synthèse, magnifique article de synthèse en février, où ce qu'elle montre, à partir des travaux des sciences cognitives, c'est qu'il y a une contribution à la fois d'un exercice général des fonctions exécutives et d'un entraînement général, mais aussi très domaine spécifique. Les deux contribuent au développement des capacités exécutives. Donc ça ne servirait à rien d'entraîner les fonctions exécutives sur du vide. De les entraîner sur du matériel substantiel, c'est très important. Deuxièmement, par rapport au but, là je suis tout à fait d'accord avec Joël. En fait, il y a une vingtaine d'années, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites pour comparer, par exemple, les Asiatiques et les Occidentaux sur les mathématiques. Et on était toujours fascinés par le mystère asiatique des mathématiques. Ils sont très bons, et nous-mêmes on a fait des études comparatives là-dessus. C'est assez fascinant de voir comment, dès le plus jeune âge, ils sont bons. Et en fait, parmi les facteurs, il y en a beaucoup, mais parmi les facteurs, c'est la valorisation des mathématiques. C'est-à-dire que chaque enfant, que vous alliez au Japon, en Corée, etc., s'approprie un but qui est collectivement valorisé que d'être bon en mathématiques. Bon, sinon, vous avez un peu aussi un sentiment d'exclusion. Donc, effectivement, l'enfant doit avoir en mémoire de travail le but qu'il doit poursuivre. Alors bien sûr, il faut faire très attention, parce que, comme disait Joël, l'enfant ne peut pas choisir des buts parmi des buts qu'il ne connaît pas. Donc, ce n'est pas lui qui va choisir sa leçon d'histoire. Mais peut-être que parmi les leçons d'histoire, il est important que l'enseignant accompagne l'enfant dans la construction des buts à poursuivre pour qu'il se les approprie et ainsi mette en œuvre tout un ensemble de procédures cognitives favorisant et la compréhension et la mémorisation du matériel historique. Vous avez commencé déjà à répondre à une question que je voulais traduire de la liste envoyée. Bon, j'ai repéré beaucoup de bons élèves ici et tous nous avons su passer du 16 au 20 en repérant les pièges du contrôle, globalement. Parce que les bons élèves repèrent les pièges qui ont été donnés. Alors aujourd'hui, nous avons tous à mettre en place l'évaluation par compétences dans le cadre du socle commun. Donc il faut trouver des éléments de conviction. Alors il y a la philosophie, c'est sûr, mais est-ce que vous pourriez chacun nous donner 2 arguments valorisant l'évaluation positive par compétences qu'on pourrait utiliser et vous citer d'ailleurs. Je te laisse commencer. Donc par évaluation par compétences, vous pensez à l'opposé d'une évaluation par performance. Oui. Bon, alors, l'argument que j'ai apporté, c'est que c'est une forme de feedback qui n'entraîne pas, a priori, si elle est apportée de façon correcte, de blessures narcissiques à la personne à qui ce jugement s'adresse. C'est-à-dire qu'un enfant à qui on propose des buts élevés dans l'approfondissement de sa compétence ne peut voir là que quelque chose de positif. On va lui dire à quel rythme il progresse vers la compétence, et c'est quelque chose qui va l'aider à construire ses buts immédiatement suivants. Donc ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui est capital. Pensez, au contraire, au rôle négatif du jugement de performance, qui est un jugement statique que l'élève interprète comme un jugement éternel. Il est éternellement mauvais en mathématiques parce qu'il a eu une note très basse. Et que voulez-vous qu'il fasse par la suite? Eh bien, c'est de se désengager de cette très mauvaise passe en ne s'intéressant plus aux mathématiques. Comme ça, au moins, il saura pourquoi il échoue. Donc, il faut vraiment, pour combattre ce traquenard de la note liée à la performance, se mettre à juger l'élève dans un contrat avec lui, qu'il a choisi délibérément, et de l'aider à voir s'il progresse dans son propre but.
Là, on a quelque chose qui respecte, me semble-t-il, les buts de l'individu et qui ne conduit pas à dévaloriser l'individu comme le ferait une note statique. Monsieur le maire. J'aurais eu 2 choses à dire. La première, celle que Joël vient de dire. Et la deuxième, c'est qu'en complément, il faut aussi qu'on fasse attention. D'abord, l'évaluation par performance est inéluctable. La question n'est pas de l'éviter ou de ne pas l'éviter. Il y a eu des pratiques pédagogiques, idéologiques là-dessus. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Si on s'en sert pour ridiculiser, humilier et donc amener l'enfant à se désengager, c'est pas tellement intéressant. Pour mieux se situer par rapport aux buts qui auront été fixés, là ça devient déjà plus intéressant, et pour mieux se situer dans une progression, pour lui permettre de savoir où il en est par rapport à là où il devrait être, là ça devrait être plus intéressant. Mais il faut aussi qu'on fasse attention parce que nous avons une responsabilité collective. C'est-à-dire que si on laisse l'enfant, évoluer à son propre rythme, il ne va pas évoluer bien loin. Il appartient à l'institution. C'est ton opinion, mais je ne crois pas que ce soit vrai. Il appartient on a tous des opinions. Il appartient à l'institution quand même de fixer des objectifs parce que on le voit avec les différences d'écoles. Moi, l'école m'a sauvé. Et je remercie l'école de la République d'avoir mis un certain nombre d'objectifs et de contraintes pour aller plus loin que là où mon milieu naturel, qu'il soit interne ou social, m'aurait emmené. Donc je crois qu'il est très important de chercher à concilier ces 2 niveaux de contraintes. Voilà, donc on me fait signe apparemment que le temps de notre petite discussion est écoulé. C'est peut-être dommage d'avoir pris une question dans le... Bon, je crois que c'est comme ça. Donc voilà, merci de votre attention et je crois vraiment que effectivement l'éducation a tout intérêt à s'emparer de toutes ces questions et de réfléchir pour les intégrer dans les pratiques.